En votre nom à tous et au nom de mes collègues sénateurs qui sont présents ce soir en Europe et aujourd'hui pour vous sur le continent américain, de remercier M. Gérard Larcher, le président du Sénat, d'être avec nous pour cette réunion d'échange avec les Français des Amériques et des Caraïbes. Je serai extrêmement bref puisque mon rôle n'est autre que d'être le modérateur de notre réunion. Et sans plus tarder, après ces remerciements vraiment très sincères pour l'amitié qu'il n'a cessé de témoigner pour les Français d'étrangers depuis qu'il est le président du Sénat, je passe la parole à M. Gérard Larcher, président du Sénat, que pour ma part, je viens de perdre à l'écran et j'espère que vous n'avez pas perdu parce que moi, je ne le vois plus. J'espère que ce n'est pas le cas pour vous autres. Monsieur le président du Sénat, si vous me voyez, j'en suis heureux, mais moi, je ne vous vois plus. Ah, je vous ai retrouvé. Voilà. Mes chers compatriotes qui vivaient dans les Amériques et en Caraïbes, chers amis, chers collègues, sénatrices et sénateurs, je voudrais d'abord remercier le sénateur Christophe Frassa pour cette initiative qui nous permet un dialogue direct et j'en suis heureux. Je veux également remercier pour leur présence que je vois ici à l'écran mes collègues sénatrices et sénateurs qui représentent nos compatriotes établis hors de France et je leur fais un signe amical. Le Sénat, comme vous le savez tous, assure la représentation des collectivités territoriales de la République. C'est l'article 24 de notre Constitution. C'est sa mission constitutionnelle, mais il a aussi une autre mission essentielle, organiser la représentation des Français établis hors de France au Sénat. Nos collègues sénateurs, qui sont vos représentants dans cette maison, j'insiste, le Sénat, c'est votre maison, comme c'est la maison des communes de France, pour reprendre la formule de Gambetta pour les communes. Le rayonnement de la France dans le monde, c'est bien sûr le rang que nous occupons dans le concert des nations, mais c'est aussi vous, les Français établis hors de France, qu'on appelle les expats. Vous êtes les porte-parole de notre culture, de notre art de vivre, de la qualité de nos entreprises, les témoins de notre histoire, celle des Lumières. Vous portez aussi notre langue. La crise sanitaire que nous traversons a bouleversé quelque peu nos modes de vie, transformé notre rapport au temps, restreint nos libertés, et notamment pour vous, et c'est essentiel, la liberté de circuler. Je mesure les contraintes qui ont été les vôtres durant cette période. Vous n'avez en plus jamais quasiment profité de la solidarité nationale, on y reviendra, je n'en doute pas, ni les chefs d'entreprise qui pourtant facilitent nos exportations, ni nos compatriotes les plus fragiles, alors que le Sénat a voté, et je renvoie au travail du sénateur Ronan Le Gleut, un fonds d'urgence pour les aider. Notre démocratie, et je vais en venir là, a également été partiellement confinée. Report du deuxième tour des élections municipales en juin de l'année dernière, report des départementales et des régionales, report des élections consulaires qui vous concernent tout particulièrement, report bien sûr des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger et des élections sénatoriales. Un nouveau report des rendez-vous électoraux ne nous paraissait pas acceptable. C'est la position que nous avons défendue au Sénat à une très très large majorité, en lien d'ailleurs avec les grandes associations d'élus. Alors, les 29 et 30 mai, vous élirez les conseillers des Français de l'étranger, un vote déterminant pour la représentation de nos compatriotes établis hors de France et pour la constitution de l'Assemblée des Français de l'étranger et pour l'élection de vos sénateurs. Et les 20 et 27 juin, nous élirons nos conseillers départementaux et régionaux. C'est en tous les cas ma conception d'une démocratie vivante
qui ne se confinent pas. Chers amis, le Sénat a su retrouver ces dernières années son rôle, un rôle fondamental dans le fonctionnement de nos institutions. J'avais à l'époque, il n'y a pas si longtemps, intitulé mon projet, c'était en octobre dernier, Équilibre des territoires, équilibre des pouvoirs, force de l'engagement du Sénat. C'est le sens de notre action quotidienne dans chaque territoire, mais aussi pour chaque Française et chaque Français dans le monde, c'est aussi notre rôle de contre-pouvoir incontestable. C'est aussi la force, et je salue là la force de la cohésion de la majorité sénatoriale. Vous nous aviez demandé d'agir pour supprimer un certain nombre de discriminations dont vous êtes victimes et pour engager un véritable travail de simplification administrative. C'est le sens de la proposition de loi globale sur les Français de l'étranger qui a été présentée et portée au premier chef par Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains du Sénat. Vous le souhaitiez, vous tous, sénateurs, le Sénat l'a débattu et voté un texte ambitieux qui sécurise le régime électoral et les conditions d'exercice des mandats de conseillers de Français de l'étranger et des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger. Un texte qui permet l'utilisation de la visioconférence pour les actes authentiques, un texte qui propose une nouvelle catégorie de bourse pour la scolarisation des enfants, notamment en situation de handicap. Sur le plan local, le texte revient sur la réforme de 2019, une disposition d'ailleurs assez incroyable qui concernait l'impôt sur le revenu des non-résidents et qui avait pour conséquence des augmentations d'impôts qui, pour certaines, pouvaient aller jusqu'à 400%. Ce texte a proposé également l'exonération de CSG et de CRDS pour les Français établis hors de l'Union européenne, tant sur les revenus du patrimoine que les produits de placement perçus en France. La majorité présidentielle n'a pas suivi ce texte et il a fallu 2 ans à l'exécutif et une bataille constante au Sénat pour qu'il revienne au moins sur cette réforme fiscale stupide de 2019. La majorité, par contre, porte la responsabilité de suppression de 512 postes dans l'enseignement du français à l'étranger et de 33 millions d'euros de crédits alloués à l'enseignement. Alors, mes chers compatriotes, rien ne sert de communiquer à la veille des élections dans un exercice de communication artificielle. Je sais, ce que vous souhaitez, c'est qu'on vous écoute, c'est qu'on agisse, c'est ce que vos sénateurs font au quotidien dans notre Assemblée. C'est ce que j'ai envie de faire partager, mais pour cela maintenant, nous avons pu créer, à l'initiative de vos collègues, un groupe d'études sur le statut des Français établis hors de France et sur bien d'autres points, qui aujourd'hui comporte près de 55 sénateurs, bien sûr tous les sénateurs qui vous représentent, mais aussi les sénateurs de métropole et des Outre-mer, parce que je pense important que l'ensemble des 348 sénateurs partagent les préoccupations qui sont les vôtres. Nous avons besoin de vous, la France a besoin de vous. Vous êtes l'expression de la vitalité, les porteurs des valeurs de la République. C'est cet ensemble qui nous permet de faire nation. Et j'ai trop parlé, monsieur le régulateur, cher Christophe-André Frassa. Je vous donne maintenant la parole pour une série de questions, je crois, et puis j'essaierai d'apporter les réponses et je vous ferai une proposition, mais je la garde pour la fin, pour que ça ne soit pas simplement le rendez-vous d'aujourd'hui, mais peut-être, par l'intermédiaire de vos sénateurs et au-delà, un rendez-vous plus constant avec la présidence du Sénat. Merci infiniment, Monsieur le Président. Merci pour ces propos introductifs qui, j'allais dire, élargissent un peu plus le champ des possibles pour nous, Français de l'étranger. Nous avons reçu de nombreuses questions et je vais donner la parole à plusieurs personnes qui vont vous interroger, Monsieur le Président. Et je crois que vous allez répondre à la fin de l'ensemble de ces questions pour faire une réponse, j'allais dire, sur les différents points qui vont être abordés. Et je commence par donner la parole à notre ami Gérard Eppelbaum, qui est élu des Français de New York aux États-Unis. Gérard, c'est à toi.
Oui, bonjour Monsieur le Président, bonjour Christophe. Je suis très honoré d'être avec vous, parmi vous aujourd'hui. Je suis le docteur Gérard Eppelbaum, je suis conseiller des Français à l'étranger de New York, New Jersey, Connecticut et les Bermudes. Je suis aussi président de la section locale de l'UFE, l'Union des Français à l'étranger, et je suis aussi président du comité des associations françaises de langue française. Ma question est la suivante. Comment rétablir la justice fiscale entre les Français vivant au sein de l'Union européenne et ceux qui n'y vivent pas? En effet, les premiers sont exonérés de la CSG et de la CRDS suite à une action juridique individuelle au niveau européen. Les seconds y restent assujettis à ce jour. Pour récupérer cette CSG-CRDS de nos compatriotes de l'Union européenne, le gouvernement a passé le taux forfaitaire d'imposition de 20 à 30% pour tous les Français de l'étranger. Mais ce taux d'imposition s'ajoutant à la CSG-CRDS rend rédhibitoire tout investissement en France d'un Français vivant en dehors de l'Union européenne. Or, tout Français, quel que soit son lieu de résidence, a à cœur d'investir dans son pays d'origine. Ce niveau d'imposition a donc un effet dissuasif durable sur les liens que peuvent conserver avec la France les Français qui vivent en dehors de l'Union européenne. Le problème est de surcroît aggravé pour ceux qui, comme nous, qui vivent aux États-Unis, où il est très difficile d'ouvrir ou même de conserver son compte bancaire en France. Le sénateur Frassa a d'ailleurs récemment écrit à ce sujet au gouverneur de la Banque de France. Nous souhaiterions que le Sénat, sous votre présidence, puisse amener le gouvernement à reconsidérer sa position sur ces inégalités de traitement entre Français de l'Union européenne et ceux qui n'y vivent pas. Je vous remercie par avance de l'attention que vous portez à cette question. Encore une fois, c'est un grand honneur pour moi de m'adresser à vous. Merci beaucoup. Merci Gérard. Nous avons maintenant sur toujours le même continent, c'est-à-dire enfin, sur le même pays, pardon, les États-Unis. C'est Sandrine Hulot de Boston, toujours aux États-Unis, qui va vous poser question. Bonjour Monsieur le Président, merci de nous faire l'honneur d'échanger avec nous et merci bien sûr à Christophe de nous avoir organisé cette rencontre. Aujourd'hui, je voudrais vous parler, donc je suis conseiller consulaire, conseiller des Français de l'étranger de la circonscription de Boston et je suis à Boston, établie à Boston depuis 16 ans où je suis chercheur. Dans des laboratoires affiliés à Harvard Medical School, mais aussi en industrie. Et Sanofi pour les grosses industries et aussi une petite biotech américaine qui combat contre les cancers associés au virus. Durant ma thèse de doctorat, j'ai étudié un vaccin universel contre le VIH qui pouvait courir contre les différents types de variants responsables de la pandémie du sida. Durant mon mandat de conseiller des Français de l'étranger, j'ai eu l'honneur d'accompagner une jeune femme atteinte d'un cancer pour qu'elle bénéficie d'un essai clinique conduit ici aux États-Unis. Et c'est un vrai combat pour ces patients qui doivent venir à l'étranger. Donc, comment peut-on faire? C'est tout simplement faciliter les collaborations internationales entre les États-Unis et la France, donc y mettre les moyens. Et pour en venir aux stratégies innovantes, le vaccin contre le Covid, celui qui est utilisé, celui qui a été conçu par Moderna, une biotech née ici à Cambridge, dirigé par Stéphane Bancel, un Français. Comme vous le savez, le miracle n'arrive pas par hasard. Un vaccin contre le Covid en un an n'arrive pas par hasard, mais est bien sûr le fruit de 10 années de très dur labeur, de 2 milliards de dollars levés en très peu de temps, quelques années, une armée de scientifiques bien sûr et des collaborations avec les universités, les hôpitaux pour tester les patients sur diverses populations.
Ça n'arrive pas par hasard. Donc, ma question est la suivante. Quand la France va-t-elle se donner les moyens de favoriser ces collaborations internationales pour qu'on puisse identifier et tester les molécules innovantes sur les différentes populations, mais aussi, quand on a manqué ces deux étapes, produire en un minimum de temps sur tous les territoires, ça veut dire produire, distribuer, pour répondre à la demande française et mondiale. Je vous remercie. Merci Sandrine. Nous allons quitter un bref instant les États-Unis et c'est en direct du Canada à Toronto que je donne la parole à Jean-Pierre Bouet. Merci Christophe. Monsieur le Président, je suis vraiment très heureux de pouvoir vous poser cette question. J'ai un souvenir très fort de vous-même lorsque j'ai été directeur de cabinet du maire de Saint-Germain-en-Laye, Michel Péricard. Ça remonte au début de votre carrière, brillante, je dois le dire. Je suis candidat sur la circonscription de Ontario et du Manitoba. La question que je souhaiterais vous poser tient à nos entreprises et à nos chefs d'entreprise hors du territoire français. Partout dans le monde, nous avons des chefs d'entreprise qui, avec fierté, avec beaucoup de succès, très souvent, dans différents secteurs, mais ils vendent tous le label France. Et ils participent activement au rayonnement de notre pays. Or, en cette période de pandémie, période difficile, parfois douloureuse, la plupart ne bénéficient ni du soutien de la France, ni du soutien du pays d'implantation. Selon notre sénatrice Jackie de Romédy, plus de 30% des entreprises auraient déposé déjà le bilan et certains seraient retournés au pays. Donc ma question, Monsieur le Président, elle est simple. En attendant, comme nous le souhaitons tous, le retour au pouvoir dans un an, quelles sont les mesures concrètes que les groupes parlementaires, nos groupes parlementaires, vont déposer et proposer pour soutenir nos entreprises dans la période de pandémie que nous traversons? Je vous remercie. Merci Jean-Pierre. Nous revenons aux États-Unis et c'est Annie Boutin-King en direct de Washington qui va prendre la parole. Bonjour Monsieur Larcher, Monsieur le Président, merci, c'est un grand honneur d'être parmi vous. Et je me présente, je suis conseillère consulaire pour Washington, la circonscription. Je suis aux États-Unis depuis 40 ans. J'ai passé d'abord 15 ans à Los Angeles et le reste donc ici. Je suis dans l'hôtellerie, sans travail depuis plus d'un an, comme la plupart de notre industrie qui souffre énormément. Et donc, moi, j'adresse la question au sujet des déplacements et voyages, car j'ai l'occasion par mes événements caritatifs de grande envergure à Washington de côtoyer des gens qui veulent venir en France, des Américains, qui sont vaccinés, qui adorent la France. Et donc, c'est un gros problème pour eux, bien entendu. Il y a eu la situation auparavant du décret qui nous a empêchés de venir pendant quelques temps, mais qui a été rectifié. Merci infiniment, Christophe. Et donc, est-ce qu'on est assuré qu'il n'y ait pas un autre décret qui
qui arrive un de ces jours qui remettent tout ça en plan. Je ne pense pas. Je pense que le Conseil d'État fera la même chose. Et bien entendu, nous sommes tous prêts à venir, comme je l'ai fait il y a quelque temps, le PCR test, et bien entendu la quarantaine et l'attestation sur l'honneur que nous n'avons pas le Covid. Donc, c'est ma question. Et la deuxième, attendez, pardon, j'avais passé. Oui, c'était donc au sujet également, ils ont toutes ces questions. Nous sommes vaccinés, nous avons notre carte. Est-ce que la France va respecter cela? Merci Annie. Nous allons un peu plus à l'ouest dans les États-Unis et je donne la parole à Patrick Caraco, à Los Angeles. Bonjour Monsieur le Président, je vous remercie de nous donner l'opportunité d'échanger avec vous ce soir. Nous nous sommes déjà croisés plusieurs fois avec nos sénateurs au Sénat, ici présents ce soir, Christophe-André Frassat, Ronan Le Gleut et Jacky Desremedis. Je suis conseiller des Français de l'étranger élu en 2014, après avoir été 10 ans président de l'UFE. Je tiens à préciser que la circonscription de Los Angeles, comme beaucoup de personnes le croient, ne concerne pas que la ville de Los Angeles, qui fait plusieurs millions d'habitants, mais le sud de la Californie, le sud du Nevada, le Colorado, l'Arizona et le Nouveau-Mexique. Je vais être assez bref et ne pas mobiliser le micro. Ma question est: quelles sont les actions envisagées par le législateur vis-à-vis des banques françaises qui se masquent derrière la réglementation FATCA pour clôturer les comptes des non-résidents en dépit de la règle du droit au compte bancaire pour tout citoyen français? Notre sénateur Christophe-André Frassat a envoyé un courrier au président de la Banque de France récemment où, après avoir lu la réponse du président de la Banque de France, le président de la Banque de France a juste botté en touche. Et la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il est possible de faire puisque beaucoup de non-résidents perçoivent des retraites en France, ont aussi des biens immobiliers et ont besoin de comptes bancaires pour gérer tous leurs besoins du côté français. Je vous remercie pour votre participation. Merci Patrick. Nous remontons un peu plus au nord et nous allons au Québec, à Québec, avec Géraldine Baudouin. Oui, merci. Bonjour, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Sénateur Frassat, de cette opportunité et de cet accueil. Moi, je me présente, donc je suis Géraldine Baudouin, je suis conseillère des Français de l'étranger à Québec pour toute l'Est de la province. Je suis de formation, je suis infirmière clinicienne et depuis 10 ans au Québec. Je suis également présidente du regroupement des infirmières françaises au Québec, qui a œuvré pour la reconnaissance donc, de nos diplômes entre la France et le Québec, notamment par l'accord des reconnaissances mutuelles des diplômes signé par M. Sarkozy en 2007. Voilà, ma question porte, elle sera plus courte que mes colistiers et mes collègues, sur la gratuité en fait, de la scolarité pour les enfants des Français de l'étranger. Donc, moi, ma question, c'est: allons-nous de nouveau envisager la gratuité de l'enseignement pour les enfants des Français de l'étranger afin qu'ils bénéficient des mêmes avantages que sur le territoire français? Je vous remercie de cette attention. Merci. Nous faisons maintenant un grand bond dans le sud, puisque je passe la parole à Xavier Noël Bouton, qui est à Recife, au Brésil. Voilà, j'ai le son. Monsieur le Président, c'est toujours un immense honneur, mais aussi un sentiment de sécurité qu'on a
d'être auprès de vous. Je suis Xavier Noël Bouton, élu au Brésil depuis 2014, dans une circonscription absolument gigantesque, puisqu'elle fait 18 États du Brésil, le Brésil qui en a 26, et 2 petits pays, le Suriname et le Guyana. Ma circonscription est essentiellement rurale et extrêmement pauvre. Et le problème que je vais évoquer ici, tout le monde le connaît, mais ne le subit pas aussi fréquemment que moi. Je veux parler des caisses de retraite et des améliorations, malgré tout, qu'il y a eu entre les caisses de retraite et les retraités, en particulier en ce qui concerne les certificats de vie. On a malheureusement des gens dans les ministères, je ne cite évidemment personne, qui aiment travailler in vitro et qui pondent des textes sans rien connaître du terrain. Les caisses de retraite, je répète, ont fait un excellent travail sous la pression, d'ailleurs, des sénateurs des Français de l'étranger, les nôtres, mais également les autres, si vous me permettez. Restent malgré tout beaucoup de difficultés présentes ou à venir et qui peuvent se révéler fort nombreuses dans les régions rurales et les régions au caractère de peu de richesse, disons, de ma circonscription. Ce sont premièrement les délais. Le délai de courrier d'1 mois, il faut savoir que j'ai reçu une lettre de Paris émise le 4 janvier, tampon de la Poste faisant foi, et qui est arrivée le 28 mars ici à Récif. Je vous laisse calculer, c'est assez facile. Le délai donc de courrier d'1 mois dans l'échange entre la question et la réponse ou entre la demande de certificat de vie et l'envoi du certificat de vie ne peut en aucun cas se réaliser en 1 mois. Et le drame, c'est qu'au bout de la période de forclusion, eh bien, le retraité se voit petit à petit ne plus bouffer, ne plus avoir d'électricité, etc., etc. Et ça m'arrive pratiquement 1 fois par mois d'avoir ce genre de cas. Et pour certaines personnes les plus fragiles, les plus âgées, c'est très pénible. Alors, il y a ce délai d'1 mois. Il y a également tout ce qui concerne les correspondances avec les personnes en difficulté pour parler français et qui sont en général dans des familles où la langue française n'est pas pratiquée, donc qui ne comprennent rien aux courriers qui leur sont envoyés, et ce ne sont pas les consulats qui vont les aider beaucoup. Ça, je pense que je ne vous apprends pas grand-chose. Il y a aussi les personnes qui n'ont pas d'Internet, là c'est plus simple, et enfin, il y a les personnes atteintes de cécité ou qui sont malvoyants, et ça, il y a des solutions. Les conseillers consulaires, moi je passe ma vie pratiquement sur ce terrain-là, et je dis les conseillers consulaires ont des propositions à faire, et ma demande est simple. Est-ce que le Sénat est prêt à organiser une table ronde entre les élus sénateurs et les élus de terrain et les caisses de retraite, réunion ou table ronde dans laquelle seraient rendus au silence les fonctionnaires qui ont écrit les derniers textes, parce que le qualificatif que je leur donne ne prend que 3 lettres. Monsieur le Président, pardon pour avoir eu ce langage de vérité. Merci encore d'être avec nous. Merci Xavier. Nous allons aller encore un peu plus au sud et je passe la parole à Michel Goupil en direct de Buenos Aires en Argentine. Merci Christophe. Monsieur le Président, merci avant tout pour l'honneur que vous nous faites de pouvoir dialoguer avec vous aujourd'hui. Je suis conseillère des Français de l'étranger en Argentine et conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger depuis 2003 et toujours dans le même groupe aux côtés de Christophe Frassa. Ma question pose sur les aides aux Français de l'étranger en difficulté.
Nombre de Français établis hors de France, vous l'avez mentionné, ont été durement impactés par la crise sanitaire et souvent dans des pays qui ne leur offrent aucune aide pour affronter ces difficultés. L'enveloppe budgétaire exceptionnelle pour les secours occasionnels de solidarité de 50 millions d'euros annoncée par le gouvernement en 2020 est distribuée de manière parcimonieuse et tatillonne. Elle a été largement sous-consommée, moins de 5 millions d'euros en 2020, en raison de critères très restrictifs et appliqués de façon disparate par les consulats, critères qui ont dû être assouplis afin qu'un nombre plus important de Français puissent en bénéficier. Un redéploiement budgétaire récent a soustrait du dispositif STAFF 1 million d'euros qui va être redirigé vers les organismes locaux d'entraide et de solidarité pour aider les auto-entrepreneurs français établis à l'étranger sinistrés en raison du Covid, et ceci 1 an après le début de la crise sanitaire. À l'heure où le coût du Covid en France se chiffre en plusieurs centaines de milliards d'euros avec des aides multiples aux résidents en France, aux entreprises, etc., la possibilité de disposer d'un fonds d'urgence immédiatement mobilisable pour les Français de l'étranger apparaît de toute évidence. Quelles sont les probabilités que la proposition de loi de Ronan Le Gleut, Jacky Desromédiers, Christophe Frassa portant création de ce fonds d'urgence, adopté à l'unanimité le 30 juin 2020 au Sénat, puisse être voté rapidement à l'Assemblée nationale? Merci. Merci Michel. Nous remontons un peu plus au nord et nous allons géographiquement en Amérique centrale, mais je sais que nos amis mexicains souhaitent faire partie de l'Amérique du Nord et je passe la parole à Gérard Signoret en direct de Mexico. Bonjour Monsieur le Président, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Je suis élu à l'AFE depuis 2002, donc depuis l'existence même du CSFE. Alors ma question va tout à fait dans le sens de ma collègue qui vient de prendre la parole, mais je la poserai de toutes les façons. Alors, à travers les années, la France a mis en place plusieurs systèmes de sécurité pour ses ressortissants résidant hors de France. Depuis les chefs d'îlot jusqu'à la cellule de crise au sein du ministère des Affaires étrangères, nombreux sont les mécanismes existants. Néanmoins, la France ne se donne pas réellement les moyens de réagir lors d'une crise majeure. Outre les réactivités nécessaires, il vient immédiatement les problèmes de financement pour les aides. Plusieurs fois, l'initiative d'un fonds d'urgence a été proposée à travers les années, et dernièrement, le sénateur Ronan Le Gleut l'a mis en avant au mois de juin dernier, demandant la création d'un fonds de 10 millions d'euros à cet effet. Bien que votée à l'unanimité au Sénat, cette initiative n'a une fois encore pas été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Jusqu'à quand ces manœuvres de politique politicienne? Un fonds de 10 millions d'euros n'est pas énorme dans le budget de l'État et il peut bien faire la différence pour aider nos compatriotes dans l'urgence et dans le besoin. Comment faire pour que cette nécessité impérative devienne une réalité au plus tôt? Merci, Monsieur le Président. Merci Gérard. Et nous avons maintenant Christelle Paul en direct de Port-au-Prince en Haïti. Bonjour à tous, bonjour Monsieur le Président. C'est un honneur pour moi de participer à cet échange. Merci à Christophe pour l'organisation. Je vois que ma question, en fait, qui me préoccupe, a été posée par ma collègue du Québec. Je peux dire que c'est une question qui me touche à cœur, comme étant mère de 3 enfants qui ont tous été au lycée français de Port-au-Prince. Nous avons constaté au travers de leurs études, la dernière va passer son bac cette année, que le coût des études a toujours été très, très onéreux par rapport au droit de gratuité de l'enseignement dont ils ont droit normalement. Mais cependant, nous sommes sujets à une situation de devise qui se fait de plus en plus rare. Et par rapport aux revenus que nous touchons en monnaie locale, les coûts deviennent souvent très exorbitants.
D'où ma question actuellement de savoir, avec des pays où le taux de la devise fluctue de façon sporadique, sans compter les aléas conjoncturels, quelles démarches pourraient être entreprises au-delà du circuit traditionnel des bourses pour réduire les frais de scolarité, voire les annuler pour les années de première et de terminale, comme ce fut le cas sous la présidence de M. Sarkozy? Merci. Merci beaucoup, Christelle. Voilà, Monsieur le Président, nous pourrions sans doute continuer fort longtemps, tant vous voyez, les questions sont nombreuses, tant nos amis, j'allais dire, sont, au taquet pour vous répondre, pour vous poser des questions. Mais comme je sais que vous avez un temps contraint, je vous cède tout de suite la parole pour que vous puissiez apporter des réponses à cette salve de questions qui vient d'être faite par nos amis. Monsieur le Président, vous avez la parole. Bien, merci d'abord pour ces échanges et pour ces questions. Je vais essayer d'apporter un certain nombre d'éléments de réponse. Il y a un certain nombre de suggestions qui sont faites et qui sollicitent directement le Sénat, que ce soit des tables rondes, des initiatives ou en soutien de vos sénateurs, peut-être des initiatives du président. C'est pour ça que je vous proposerai que nous ne nous arrêtions pas à cet échange simplement de ce soir, mais que nous puissions continuer à établir, ce sera d'ailleurs le rôle de votre groupe d'études aussi, une relation sans doute encore plus constante et plus étroite. D'abord sur la question qui a été la première qui m'a été posée par Gérard Appelbaum, je crois de New York, sur la fiscalité. Sur CSG, CRDS, le président Macron avait prévu un réexamen et tout a été bloqué à l'Assemblée nationale. Vous avez décrit la situation. Aujourd'hui, depuis la loi de finances pour 2019, seuls les Français qui résident hors de l'Union européenne paient la CSG et CRDS sur les revenus du capital. C'est injuste. C'est même incroyablement injuste. On constate une rupture d'égalité fondée en fait sur le lieu de résidence. Au-delà de la rupture d'égalité, il y a une circonstance qui m'apparaît aggravante, c'est les Français qui résident hors de l'Union européenne sont conduits à financer des prestations sociales auxquelles ils n'ont pas en général accès de la même manière. Le projet de loi présenté par la majorité sénatoriale que j'évoquais au début de mon propos, relative aux Français établis hors de France, c'était en mai 2020, a voulu mettre fin à cette inégalité et a proposé par son vote acquis d'exonérer l'ensemble des Français établis hors de France de la CSG et CRDS. C'est vrai qu'en l'état actuel, l'Assemblée nationale n'a pas donné suite à ce texte. Mais ça n'a pas découragé vos sénateurs parce qu'au moment de la discussion de la loi de finances pour 2021, on est donc à la fin de l'automne 2020, et de la loi de financement pour la sécurité sociale, toujours pour 2021, les mesures qui concernent ces exonérations ont été votées à nouveau par le Sénat. Les amendements ont été rejetés par l'Assemblée nationale. Et je le dis, s'il n'y a pas un vote en notre faveur, nous n'en arriverons pas à confirmer cette décision du Sénat. Il y a d'autres sujets de fiscalité qui ont été abordés ou que j'ai envie d'aborder, c'est notamment la question de la résidence en France. L'assimilation, pour certains aspects de la résidence en France, à une résidence principale. Tout à l'heure, notre ami d'Haïti évoquait un certain nombre d'acquis de la présidence de Nicolas Sarkozy. Nous avions eu une exonération de la résidence en France au titre des plus-values à ce moment-là. Mais le Sénat, dans la proposition de loi de Retailleau, puis dans le projet de loi de finances, a voté l'extension d'un certain nombre d'aménagements fiscaux
en voulant appliquer à la résidence détenue en France par les Français établis hors de France des déductions et des crédits d'impôt qui concernent la résidence principale. Je considère qu'on ne peut pas considérer comme résidence secondaire ce qui est parfois, et ça nous renvoie à des process de sécurité dans un certain nombre de territoires, la résidence qui peut vous accueillir en cas de difficulté. Là encore, la majorité à l'Assemblée nationale n'a pas cru bon suivre. Et là encore, circonstance aggravante, les Français établis hors de France ne vont pas bénéficier du changement en matière de taxes d'habitation, puisque votre résidence en France est considérée comme résidence secondaire imposable. Vous voyez là qu'il y a un vrai sujet qu'il va nous falloir encore approfondir et sur lequel il va falloir batailler. Il n'y a qu'un seul domaine, je le disais tout à l'heure, dans lequel le gouvernement et sa majorité ont dû faire marche arrière, c'est celui de la réforme de l'impôt sur le revenu pour établir le prélèvement à la source. J'évoquais des hausses qui peuvent aller jusqu'à 400%. Moratoire sur la réforme puis son retrait sont d'abord dus à votre mobilisation sur le terrain et à celui des élus, les républicains, les élus du centre. La suppression pure et simple de dans la loi de finances voulue par le gouvernement et défendue pendant plus de 2 ans par sa majorité, on a pu la faire sauter. Donc l'ancien régime, l'ancien système d'imposition reste en vigueur. Pardonnez-moi d'avoir été un peu long sur cette réponse, mais nous voyons bien qu'on est là sur des sujets majeurs. Sujet majeur, j'évoquais la résidence principale, la taxe d'habitation, CSG, CRDS. Patrick Caraco, j'ai bien compris que la circonscription de Los Angeles, c'était aussi le sud du Nevada, du Colorado. Là, j'aurais besoin de revoir ma carte des États-Unis, mais a évoqué, d'ailleurs avec Gérard Eppelbaum, la question de la bancarisation et de la débancarisation. Le président de la République a à plusieurs occasions dit qu'il fallait y remédier. Le gouvernement a été interpellé par vos sénateurs. Jusque-là, on en est resté à la communication. La lueur d'espoir sur lequel il va falloir, j'allais dire qu'on donne un peu plus de gaz à la lampe, provient de votre mobilisation et de nos collègues sénateurs qui ont pris le taureau à bras-le-corps, si vous permettez cette expression, après avoir entendu les bonnes paroles du ministre de l'Économie et des Finances, du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Vos sénateurs ont saisi directement le gouverneur de la Banque de France. Il a répondu donc notamment au sénateur Frassa. Une procédure en ligne a été mise en place pour faciliter l'exercice du droit au compte et donc la création d'un compte auprès le plus souvent d'une banque en ligne. Le gouverneur a reconnu que les personnes physiques souhaitant ouvrir un compte à titre privé ne présentaient pas, et je cite, un risque élevé en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. En tous les cas, en vous voyant, je n'ai pas ce sentiment. En d'autres termes, que vous n'étiez pas des candidats à la fraude, voire des dangereux criminels. Mais je pense, comme certains d'entre vous l'ont évoqué, que cette réponse n'est pas complètement satisfaisante. Dans sa réponse, en l'état actuel tel que je l'ai vu, le gouverneur de la banque centrale n'évoque que les opérations privées et pas les opérations pouvant intervenir dans le cadre professionnel ou l'activité d'une entreprise. Pour les personnes les plus âgées, peu au fait d'Internet ou de maniement d'un compte, j'y reviendrai tout à l'heure, rien n'est vraiment résolu. Il faut donc faire preuve de discernement. Moi, je vous propose une chose très concrètement, en accord avec vos sénateurs, je les consulterai dès la reprise de notre session dans un peu plus d'une semaine. Je me proposais de saisir moi-même le président de la Fédération bancaire pour le sensibiliser à cette question et en même temps compléter, voire pour ma part, ressaisir le gouverneur de la Banque de France. Il faut que vous sachiez aussi
qu'un certain nombre de nos collègues ont des grandes difficultés dans leur relation avec leurs banques au titre d'une directive européenne où ils seraient, j'allais dire, des personnalités à risque, ce qui m'oblige régulièrement à intervenir auprès du gouverneur de la Banque de France. Pardon pour cette réponse un peu longue, mais c'est une proposition très concrète. J'en viens à l'enseignement du français à l'étranger. Question qui nous vient du Canada, de Géraldine Baudouin et de Christelle Paul à Haïti. Je profite pour dire à Haïti à la fois ma solidarité, car je connais les situations particulièrement difficiles dans cette période à Haïti. Et je voulais que vous disiez à nos compatriotes haïtiens que vraiment, ici, y compris avec la cellule diplomatique, nous suivons la situation et qu'on est particulièrement à votre disposition. Parce que Haïti a une place particulière dans notre cœur et nous ne méconnaissons pas les années et les années de difficultés. Vous m'avez posé la question sur la gratuité. Le temps de la gratuité qui avait été proposé par le président Sarkozy paraît bien lointain. Je voudrais vous faire peut-être un point de situation et que vous y réfléchissiez. Le président de la République s'est engagé à doubler les effectifs d'ici 2030 du nombre d'élèves scolarisés dans le réseau d'enseignement français à l'étranger. Ça, c'est son engagement. Et dans le même temps, nous avons vu dans la loi de finances 2018 baisser les moyens de 33 millions d'euros en crédit, compensés en tremplin par une hausse fondée sur une reconduction partielle des moyens annulés l'année précédente. Faites un petit tour de passe-passe, mais au fond, il reste moins 33 millions. C'est la suppression aussi de postes de professeurs expatriés, sujet sur lequel on m'a saisi à l'occasion d'un certain nombre de déplacements au profit de recrutés locaux. Le calcul que nous faisons, nous, mais je le confronte à l'analyse de mes collègues sénateurs, ce serait 512 postes d'expatriés en moins, sans qu'un effort complémentaire soit fait sur la formation, notamment sur les recrutés locaux. En définitive, du fait de la baisse des crédits, les parents d'élèves paient plus cher pour un service d'éducation dont on garantit moins la qualité qu'auparavant. Ceci peut peut-être expliquer le fait que 10 à 20% des familles d'expatriés choisissent d'ores et déjà un système éducatif privé et souvent anglophone. Je voudrais aussi évoquer la question de l'ANFE et les questions d'entretien des bâtiments. L'Association nationale des écoles françaises à l'étranger avait fait ses preuves. Je n'oublie pas le travail d'André Ferrand, même si un rapport de la Cour des comptes demandait d'y apporter quelques évolutions de procédure, j'insiste, pour éviter les risques de gestion de faits. On ne le discute pas. Mais à la place, après un temps de vide préjudiciable au gros entretien des bâtiments, le gouvernement veut imposer un système de couverture qui ne sera que partiel, risque de compliquer les démarches sans associer les élus à ce nouveau mécanisme. Alors, je le dis, dans l'état où sont nos finances publiques, on est quand même 50 quinquennats socialistes, on est à 4 ans de mandat d'Emmanuel Macron. J'ai bien entendu la proposition de notre collègue canadienne, revenir à la gratuité, méfions-nous des engagements qui ne seraient pas tenables. Je pense qu'il y a un certain nombre d'équilibres à retrouver. En revanche, peut-être me semble-t-il important d'accroître l'enveloppe des bourses et pas seulement le nombre de bénéficiaires, et de remettre à plat certains critères d'attribution de ces bourses. Le résultat, on le sait, on a eu des montants de bourses moins importants, avec un nombre de bourses plus important, alors que les frais d'écolage sont en augmentation. C'est donc un sujet sur lequel nous sommes sensibles, que cette question de l'enseignement
français à l'étranger, et notamment en direction des enfants de nos compatriotes. Mais on sait, je m'en suis rendu compte dans nombreux déplacements, que ces établissements, ils accueillent beaucoup d'enfants, de familles, des pays dans lesquels vous vivez, qui vont devenir eux-mêmes d'ailleurs des ambassadeurs de notre culture et de notre économie. Je crois que Jean-Pierre Boué au Canada, je n'ai pas totalement oublié Michel Péricard, cher Jean-Pierre Boué, parce que je sais ce que je lui dois, et je n'ai pas oublié sa forte personnalité, son tempérament, son caractère, mais aussi la référence qu'il a été pour nous, pas simplement dans les Yvelines, mais dans le pays. Et Michel Goupy, depuis Buenos Aires, a évoqué, tout comme Gérard Signoret, comment on aide nos compatriotes, notamment en temps de crise et en temps de pandémie mondiale. Je crois qu'on a là vraiment une politique, si je peux le dire ainsi, de deux poids, deux mesures. On a eu de nombreux mécanismes de solidarité activés pour nos compatriotes en France et en Outre-mer, et c'est nécessaire. Nous les avons soutenus par notre vote, notamment dans un certain nombre de textes d'urgence en matière financière, ou en projet de loi de finances rectificatif, ou en projet de loi de finances. Mais j'ai l'impression que vous êtes relégués en deuxième division. Peut-être une exception, parce que je souhaite être vraiment objectif, mais peut-être vous aurez l'occasion de dire à vos sénateurs notre analyse. Le premier confinement, je parle du printemps 2020, le rapatriement de nos compatriotes qui étaient en déplacement à l'étranger, il y a eu un gros effort de fait et un résultat, mais il vous a en fait peu concerné, vous qui êtes durablement établis à l'étranger. Je voudrais revenir d'abord sur les entreprises à l'étranger créées par nos compatriotes hors Union européenne, qui a donné lieu d'ailleurs à un rapport de la délégation aux entreprises dans lequel notre collègue Jacky de Romédy a travaillé et a d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme. Nombre de ces entreprises créées par nos compatriotes ou gérées par nos compatriotes à l'étranger achètent des produits français ou sont des relais à l'exportation de produits français. Je pense que c'est l'un d'entre vous, Jean-Pierre Boué, qui évoquait le label France. Certains créent même de l'emploi et de l'activité en France, malgré les demandes de tous vos sénateurs, qui, dès le premier confinement, ont interrogé le gouvernement sur les mécanismes prévus pour les entreprises créées par des Français établis à l'étranger, hors Union européenne. Il n'y a toujours rien de prévu. Rien de prévu. Nous allons en être une année après ces demandes. Et le gouvernement se plaît à décerner à nos entrepreneurs en même temps le titre d'ambassadeur de notre pays. Il me semble qu'il y a urgence. C'est la délégation aux entreprises du Sénat, dans un rapport de la fin décembre, qui tirait la sonnette d'alarme, car les faillites paraissent se multiplier. Je crois que ce rapport, et je parle sous le contrôle toujours de Jacky de Romédy, a défini une méthode permettant d'identifier les entreprises parties prenantes de notre commerce extérieur, parce que le sujet portait là-dessus. Il me paraît donc logique que soient étendues à ces entreprises les aides accordées aux entreprises exportatrices et qu'elles ne bénéficient pas seulement de micro-aides décernées à titre individuel à nos chefs d'entreprise au titre de secours d'urgence et non du fait de leurs activités. Voilà pourquoi c'est un sujet que je compte réaborder, moi, très concrètement, pas simplement avec le ministre des Affaires étrangères, de l'économie et des Affaires européennes, mais avec le ministre de l'économie et des finances, parce qu'il y a là vraiment, là aussi, deux poids, deux mesures. Et je voulais un peu insister sur ce point. En cas de pandémie ou de catastrophe, j'ai bien lu et entendu tout à l'heure ce que était l'expérience des îlots, des chefs d'îlots, de ce qui était prévu. Mais là aussi, on est dans l'impro.
je reviens aux 50 millions d'euros pour les Français expatriés fragilisés par la pandémie. Perte d'emploi, frais scolaires, assurance. Il avait été prévu 50 millions. On n'a décaissé aujourd'hui que 10% de cette somme. Parce que la grille pour accorder les aides a été calquée sur celle des aides sociales très restrictives. On a un problème de grille, incapable de prendre en compte les difficultés propres liées à la pandémie. Certains de nos compatriotes, m'a-t-on dit, en situation fragile, se sont vus déclarés non éligibles ou ont reçu des montants dérisoires. On va même citer un montant de 47 € après avoir rempli une quantité de formulaires dont seule la bureaucratie française a le secret. Dans ce contexte, c'est Roland Le Gleut qui a proposé la création d'un fonds d'urgence pour les Français à l'étranger, victimes de catastrophes naturelles ou d'événements politiques majeurs qui servirait à couvrir toutes les situations d'urgence. Pour pouvoir débloquer un fonds immédiatement avec des critères simples, préétablis, et ne pas avoir recours à ce qu'on appelle des secours exceptionnels. Ce texte a été voté le 30 juin 2020 à l'unanimité au Sénat. L'unanimité. Ça m'apparaît être une véritable urgence que je souhaite moi aussi, à la lumière de cette analyse et du travail préparatoire que j'ai fait à cette rencontre d'aujourd'hui, que je me sens le devoir de porter parce que là, j'ai un véritable sentiment d'inégalité. Santé, Covid, vaccin universel. J'ai entendu notre collègue Sandrine Hulot nous parler de son expérience de chercheur et en même temps, je reprendrai son mot, le miracle n'arrive pas par hasard. On voit bien que la crise sanitaire a mis en évidence les fragilités de notre secteur de la recherche. La diminution des moyens, le morcellement des structures chargées de la recherche médicale. On ne va pas le répéter à l'extérieur, mais on a un constat un peu consternant. La France est le seul pays membre du Conseil de sécurité à ne pas avoir produit lui-même des vaccins face à la pandémie. C'est quand même assez terrible. Alors que quand on revient aux découvertes des années 60, notamment sur l'ARN messager, souvenir de vétérinaires, c'était 3 Français qui ont reçu le prix Nobel. Et aujourd'hui, fort de notre prix Nobel, tant d'années après, on est le seul pays du Conseil de sécurité à ne pas produire des vaccins. Le rapport de la commission d'enquête du Sénat, je reviens à lui, a conclu à la nécessité de prévoir un fléchage de financement exceptionnel, ainsi qu'au rapprochement des laboratoires de recherche médicale afin de les adapter aux évolutions des maladies émergentes à risque épidémique. Mais je voudrais peut-être sortir mon propos pour qu'on ait une réflexion collective. Nous avons, et ça n'a pas commencé il y a 3 ans et demi, depuis des années et des années, ajusté nos budgets, notamment de PLFSS, en prélevant sur l'industrie pharmaceutique, en empêchant les investissements et la recherche. Je crois que nous avons encouragé beaucoup de départs, beaucoup de délocalisations. Nous avons encouragé quelque part la fuite de cerveaux qui nous manque aujourd'hui. Il y a donc une véritable politique du secteur de la recherche à réinvestir, et notamment les collaborations internationales que Sandrine Hulot évoquait. L'autorité américaine, puisqu'elle est aux États-Unis, le BARDA, doit nous aussi, me semble-t-il, nous inspirer au plan européen. Je crois qu'il n'est pas inutile d'aller voir comment fonctionne cela. En tous les cas, c'est ce que je retiens de notre échange avec Sandrine Hulot. Annie Boutin-King, elle de Washington, a évoqué la question des déplacements internationaux des Français établis hors de France en période de pandémie. Je voudrais revenir à la décision qui a été prise par le Conseil d'État. Mais vous dire aussi que cette question va être d'actualité, et je me tourne vers mes collègues sénateurs,
car nous allons avoir au cours du mois de mai un texte sur l'état d'urgence sanitaire qui, dans les échanges que j'ai eus la semaine passée en direct avec le président de la République, devrait nous arriver au cours du mois de mai, et dans lequel on ne sera pas simplement sur la sortie de la pandémie, si on peut en sortir, j'allais dire en sifflet, en traçant des perspectives de reprise d'activité, de réouverture, mais en même temps de protection sanitaire, parce que le sujet du pass vaccinal va venir sur la table. Sujet intra-Union européenne, vous qui êtes aux États-Unis, dans les Amériques, en Amérique du Sud, en Amérique centrale et en Caraïbes, vous allez me dire c'est moins notre sujet, mais attention, c'est des réflexions que nous devrons porter pour le prochain débat, y compris pour nos compatriotes établis hors de l'Union européenne. Je reviens au Conseil d'État. Il a jugé disproportionné d'exiger un motif impérieux aux Français qui souhaitent rentrer en France, car tout Français a le droit fondamental de revenir dans son pays. Croyez-moi, au Sénat, cette question de liberté, on y tient par-dessus tout. C'est même non pas dans notre ARN messager du Sénat, mais c'est dans notre ADN perpétuel de sénateur que la question des libertés individuelles et des libertés collectives. Le Conseil d'État a précisé que l'exigence d'un test PCR de moins de 72 heures ne peut conduire à refuser l'embarquement lorsque la réalisation d'un test préalable est matériellement impossible, notamment dans le pays de départ, ou s'il y a une urgence impérieuse à rejoindre notre pays pour des raisons de santé ou de sécurité des personnes. Ça, c'est l'avis du Conseil d'État. Le Conseil d'État a dit que rien n'empêchait, une fois la personne entrée sur notre territoire national, de prendre les mesures exigées par la situation sanitaire, comme le cas échéant des mesures de quarantaine. Compte tenu des incertitudes sur les effets de la vaccination, transmission possible, date de vaccination, on ne peut pas préjuger à ce stade du bien fondé ou non de décision de quarantaine, même si nous avons un carnet de vaccination. C'est donc un sujet, et je le dis à mes collègues, que nous allons devoir regarder avec attention au mois de mai lors du débat au Sénat. Je voudrais vous dire un mot aussi sur les incertitudes sur les variants, et brésiliens ou indiens, sachant qu'il est l'intérêt de chacun de limiter les déplacements internationaux et de contribuer à la lutte contre l'épidémie avec des mesures de quarantaine et des tests PCR avant le départ et après l'arrivée. Je vais vivre ça moi-même, puisque je me rends à la fin de cette semaine en Arménie, à l'occasion de la commémoration du génocide arménien. Je vais vivre ça très en direct avec la délégation sénatoriale. J'ai entendu Xavier Noël-Bouton avec attention et j'allais dire, il aborde des sujets qui sont extrêmement sensibles. La question des certificats de vie, la question des délais, la question aussi des personnes qui n'ont pas accès à Internet, la question des personnes âgées ou handicapées. On est dans une dimension de savoir si la solidarité de la nation s'applique à tous. D'abord, c'est vrai, il y a eu un bon travail des caisses de retraite qui ont amélioré les procédures de contact pour les usagers. Mais ça passe par des portails Internet et qui rendent plus rapide et plus facile, comme il le disait, les flux de questions et de réponses. Mais il y a ceux qui n'ont pas accès à cela. Pour les personnes âgées ou pour certaines personnes handicapées, la dématérialisation peut être une source d'exclusion, comme ceux qui n'ont pas Internet. Nous avons eu un débat il y a peu au Sénat, pardonnez-moi, ça n'a rien de désagréable de dire ça, sur le fait que plus de 30% des compatriotes en métropole et en Outre-mer n'ont pas accès à Internet ou sont en situation d'électronisme. Lorsque les plateformes mises en place, en plus, on m'a dit, fonctionnent de façon aléatoire,
et que par ailleurs, la dématérialisation a été le prétexte pour supprimer des services à la personne dans le réseau consulaire. On a un sujet de réflexion, mes chers collègues, chers amis, qui est quand même l'évolution de notre réseau consulaire. 331 emplois consulaires en moins, une contraction du réseau consulaire, voire la suppression de consulats. Et donc, nous avons l'impression que seuls les motifs financiers ont joué, alors qu'on voit bien l'importance de ce contact. Quand on se pose les contacts du retour de la présence de services publics sur le territoire, en métropole ou dans certaines régions, je pense que cette question, il faut aussi, comme Xavier Noël-Bouton l'a abordé, le faire. Voilà pourquoi moi je retiens son idée, on verra la formule, d'une table ronde ou en tous les cas de quelque chose qui nous permette de saisir avec nos collègues les spécialistes des retraites. On en a quelques-uns au Sénat qui sont de très grande qualité. Je pense à René-Paul Savary qui connaissait ce sujet ô combien à merveille sur les retraites. Et avec la CNAV, il faut qu'on voit concrètement pour que vous ne soyez pas, je vois derrière votre image, la signature de la France libre, quelque part que ces valeurs-là, qui sont des valeurs de solidarité, nous puissions les porter. En tous les cas, ça fait partie des choses, cher Xavier Noël-Bouton, que je remporte quand même avec une attention particulière. Voilà, je n'ai pas répondu à tout. Cher Christophe-André Frassa, parce que je n'ai pas réponse à tout. J'avais préparé un certain nombre de sujets, j'en retiens certains pour lesquels j'ai pris quelques engagements. Pour ceux qui me connaissent, j'ai plutôt l'habitude de tenter de les tenir. Donc, je verrai ça avec mes collègues français de l'étranger. Ce que je vous propose, c'est qu'on poursuive. Et que vous avez vos sénateurs qui sont vos relais. Et moi, je suis frappé, je le dis pour l'ensemble des sénateurs des Français établis hors de France, et notamment ceux de la majorité, et ceux notamment du groupe LR, dans leur diversité, dans leur sensibilité, dans leur tempérament, ils sont incroyablement engagés pour vous. Je ne dis pas ça pour faire plaisir, je ne dis pas ça parce qu'on est à la veille d'élection, je dis parce que c'est la vérité. Et quand on voit qu'ils obtiennent des votes à l'unanimité, je viens de désigner Ronan Le Gleut pour nous représenter pour l'enseignement français à l'étranger. Parce que je crois que cet engagement, il est extrêmement important. Et il va représenter pas simplement le Sénat, mais aussi le président du Sénat dans cette attention-là particulière. Je vous propose qu'on continue l'échange. Et en tous les cas, ça va lui faire un plaisir immense. Je vais demander à mon conseiller diplomatique qui est en charge des Français de l'étranger, eh bien, avec vos sénateurs, d'être un relais particulier et prendre l'engagement. Ça, c'est pour Christophe-André Frassa. Je deviens un spécialiste de la visio, moi qui étais frappé d'électronisme il y a quelques années, et pour revenir vous rendre compte et un peu échanger avec vous. Voilà, mes chers collègues, chers amis, pour cet échange que je pouvais vous répondre et vous faire des propositions concrètes. Merci infiniment, Monsieur le Président. Merci pour cette proposition de poursuivre au-delà de cette visio. Donc, la qualité de vos réponses, comme toujours, vous avez toujours la parole, Monsieur le Président. Vous savez que vous pouvez la prendre à tout moment. Il faut qu'on gagne les élections consulaires. On ne va pas se raconter d'histoire. Il faut qu'on soit le plus nombreux à l'Assemblée des Français de l'étranger. On ne va pas se raconter d'histoire. Moi, j'ai envie de retrouver un maximum de sénateurs à la rentrée de septembre. Je le dis d'autant plus détaché que j'ai déjà été élu. Mais que votre engagement, ce que vous allez répandre autour de vous, parce que c'est une campagne particulière, on ne peut pas réduire la démocratie. On va vivre une démocratie dans des temps particuliers. Vous avez donc une responsabilité particulière. Je suis vraiment à vos côtés pour vous aider. Je voulais vous dire ça parce que pour pas qu'on mollisse les uns et les autres, fin mai, fin juin, moi je suis totalement engagé pour qu'on puisse avoir les meilleurs résultats possibles parce que je crois qu'une politique différente peut être conduite. Eh bien, merci, Monsieur le Président, sur cette parole. Je vous remercie tous d'avoir été présents. Je remercie une fois de plus Gérard Larcher. J'ai presque rêvé que je voyageais. Merci.
On a tous voyagé ce soir et cet après-midi pour le continent américain. Merci à tous. Bonne journée à tous. Bonne soirée à tous ceux qui sont en Europe. Et à bientôt. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Au revoir.